18h, jeudi 18 avril. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes ensemble, vous en avez l'habitude maintenant, pour une petite heure d'actu et de rencontres en Savoie-Mont-Blanc. Au sommaire ce soir, un sommaire un petit peu modifié. Nous devions recevoir sur le plateau Jean-Philippe Montfort, le nouveau directeur de l'Office de tourisme de la Clusaz. Vous le voyez, petit contretemps, il nous rejoindra un autre jour. Mais nous allons tout de même parler montagne, puisque je reçois Loan Dupont, le directeur commercial de Green Door, qui distribue la marque snowboard Nitro qui fête ses 30 ans. Et puis nous parlerons également musique avec Isabelle Herlin, chef d'orchestre. Elle porte deux associations, l'association Musique en Fête et l'association Tétralire. Donc on aura le temps pour en parler. Et puis à 18h30, évidemment, c'est le JT comme chaque soir avec... Pas de changement ce soir, Seb. Salut Vanette. C'est bien toi. Et donc au niveau des titres du JT, l'établissement public de santé mentale du côté de La Roche-sur-Foron qui est dans la tourmente. Oui, on fera le point sur la situation de l'EPSM, donc de La Roche-sur-Foron. Il y a un mois, le personnel s'était mis en grève pour dénoncer des conditions de travail très compliquées, manque de moyens, surpopulation. C'est Camille Rivollet et Inès Guimau qui sont rendus sur place pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis un projet en développement assez sympa oui, du côté la ferme de du Cognin. Forezan, du côté de Cognin. Vous avez peut-être pu suivre un live hier sur Instagram. Donc c'est un nouveau gérant qui souhaite agrandir, rénover cet endroit qui est cher aux habitants de Cognin. Et pour cela, il s'est mis au goût du jour puisqu'il a lancé une cagnotte participative sur Internet. Et on passe à la revue de presse avec la 5G. On commence à en entendre parler et ça fait un petit peu polémique. Oui, notamment chez nos voisins suisses, puisque l'opérateur téléphonique Swisscom vient de lancer en grande pompe son réseau 5G du côté de Genève, alors qu'Antonio Odgers, le président du Conseil d'État, avait précisé que le canton n'allait pas se précipiter dans le déploiement de cette nouvelle technologie, pour le moins controversée, puisque les cantons de Genève et de Vaud ont donc voté des moratoires, des collectifs anti-5G se sont formés, et pourtant Swisscom a donc lancé son réseau. Swisscom a déclaré vouloir équiper 90% du territoire suisse d'ici à la fin de l'année, des déclarations qui n'arrangent en rien le cas d'Antonio Odgers, qui s'est donc mis plusieurs députés à dos. Donc je pense qu'on va encore beaucoup en parler de cette 5G. Elle n'est pas encore arrivée chez nous, mais déjà chez nos voisins suisses. C'est déjà le bazar. Et puis alors toi, tu n'as pas le problème, mais paraît-il qu'il faut se méfier des barbes. Oui, on reste en Suisse, puisque ce sont des scientifiques de Zurich qui viennent de présenter les résultats d'une étude. Selon eux, il y aurait plus de bactéries présentes dans une barbe humaine que dans un pelage de chien. Ça paraît assez étonnant, mais pourtant ils s'appuient sur des chiffres. Ils ont comparé la charge bactérienne des colonies de micro-organismes pathogènes de 18 hommes barbus, âgés de 18 à 76 ans, à celle de 30 chiens. Et le résultat est assez surprenant puisque tous les hommes possédaient, donc les 30 hommes possédaient un nombre élevé de bactéries, alors que seuls 23 des chiens étaient porteurs de cette bactérie. Donc voilà, une étude assez étonnante, mais qui pourrait avoir son lot de vérité. Ça va pas plaire aux hipsters. Toi, tu as choisi de nous parler des pesticides. Alors, savoir une question, est-ce qu'il y a trop de pesticides dans nos cours d'eau? Oui, tu le sais, on a pas mal parlé du glyphosate ces derniers mois dans l'actualité. Et donc là, c'est France Inter qui revient sur cette étude menée par l'ONG Génération Future. Elle publie une cartographie département par département sur la présence de ces pesticides qui sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens dans les eaux de surface. Et donc, elle a passé au peigne fin les données publiées par les agences de l'eau. Et donc, ça donne cette carte-là qu'on voit sur l'écran. Alors, on voit une forte disparité territoriale. Les habitants de la Creuse et de la Corrèze sont les plus épargnés. En Corrèze, par exemple, sur 211 tests, des traces de glyphosate n'ont été détectées que 7 fois. Inversement, à Paris et puis pas mal dans le nord, tous les tests se sont avérés positifs au glyphosate sans exception. Alors nous, on est un peu trop mal, entre deux. Donc du côté de la Haute-Savoie, 33% des tests se sont avérés positifs au glyphosate et 19% en Savoie. Un autre cours d'eau, l'Arve, qui va bientôt changer de couleur. Voilà, alors rien à voir avec le glyphosate, tout va bien. C'est la mairie de Bonneville qui a posté ça sur son compte Facebook. L'eau de l'Arve, en fait, va changer les 23 et 24 avril prochains. Donc pas de panique, il n'y a pas de pollution, etc. C'est en fait un traceur fluorescent qui va être utilisé pour mesurer le débit du cours d'eau. Le borne est aussi concerné, donc voilà. Juste une petite info pratique, pas de panique, tout va bien. Merci Seb, je te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. On passe à Nitro avec Loan Dupont qui est le directeur commercial du groupe Green Door. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer, donc c'est les 30 ans de Nitro, on voit là une petite antiquité. Green Door, c'est le groupe qui distribue Nitro. Voilà, c'est une société de distribution donc, qui est sous l'égide du commerce de gros.
Donc on achète à la marque et on revend sur l'ensemble du territoire français. Alors cette marque, les snowboarders la connaissent bien. Comment est née l'aventure Nitro il y a 30 ans? Alors il y a 30 ans, c'est né par l'association de Separ Delt et Tommy Delago, deux Allemands qui ont créé ça aux États-Unis. L'un un peu plus sur l'aspect produit, qui était menuisier à la base et snowboarder, et Seb qui a une formation plus comptable et gestion. Et c'est deux passionnés de snowboard qui ont voulu créer cette marque pour l'importer en Europe. Mais ils étaient aux États-Unis à cette époque-là. Et à l'époque, justement, il y a 30 ans, le snowboard par l'acquis concerne qui, disons? Il y a 30 ans, le snowboard en Europe n'existe pas. Du tout. Et c'est les prémices aux États-Unis. Ça commence à être un petit peu importé en Europe, mais on parle de quelques dizaines de planches maximum. Et du coup, on est vraiment au début du snowboard en tant que pratique réelle. Et les quelques personnes qui pouvaient en faire, c'était vraiment des passionnés qui avaient importé en direct. Mais il n'y avait pas de vrai... C'était pas construit encore à cette époque-là. Là, ce que vous nous avez amené, ça date de ce qu'il y a devant, là, ça date à peu près de Ça quand? date dans les premières collections dans les années 90. Ça a pas mal évolué, du coup. Qu'est-ce qui a Ça- le plus changé, disons, les gros changements significatifs en 30 ans? En 30 ans, ce qui a beaucoup changé, ça va être tout ce qui est les boots et les fixations, les technologies sur les planches, évidemment, avec les formes pour alléger le poids, pour que la glisse soit meilleure, etc. Et beaucoup de développements sont basés sur les boots et les fixations, où il y a vraiment beaucoup de recherche et développement, de nouvelles technologies. Et puis, alors ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça n'existe plus. Cette Si, partie ça existe O2, encore. Si, ça On le existe encore. propose Ah bah voilà. entre autres Donc sur ça, notre c'est les best-seller. nouvelles. Voilà, ça c'est des produits pour 2020 D'accord. que vous retrouvez en magasin à partir d'octobre prochain. Avec, ça c'est la squash, c'est notre best-seller de cette année qu'on développe pour les enfants à partir de l'année prochaine. Donc sur des formes issues encore un petit peu de l'histoire, puisqu'on a un retour du carving, c'est plutôt synchro, Parfait. avec ce type de forme. Parce que là, du coup, vous nous avez amené des planches. Ça fait partie des pistes de développement que vous travaillez depuis quelques années. Parce que le snowboard a eu un petit coup de mou dans les années 2000. Pourquoi? Le snowboard, c'est un petit peu sectarisé dans la pratique, avec des figures de plus en plus grosses, des sauts de plus en plus gros. Ça parlait un petit peu moins aux personnes. Les marques et la population qui pratiquaient se sectarisaient un petit peu, pour être honnête. Et du coup, on a perdu l'aspect ludique, bon enfant et plaisir de la glisse. Et à ce moment-là, le ski est redevenu un peu plus ludique par de nouvelles technologies comme le rocker. Et on a perdu une partie donc le cambre inversé pour pouvoir tourner facilement, déjauger facilement en poudreuse. Et on a perdu toute cette ludicité. Et du coup, on a perdu des pratiquants. Et là, l'idée, c'est de les retrouver. Et là, l'idée, c'est de les retrouver, de proposer aux plus jeunes de pouvoir pratiquer sur des formes classiques qu'on peut connaître, comme sur des formes comme celle-là, qui sont un peu plus atypiques, et de proposer vraiment une vraie gamme pour les enfants du plus jeune âge à... Justement, à partir de quel âge? Parce que par exemple, la rouge qui est la plus petite, à partir de quel âge on peut mettre des enfants sur un snowboard? On peut commencer très jeune, à partir de 2 ou 3 ans. Nous, la plus petite planche, elle fait 86 cm chez nous, donc ça fait un enfant qui doit faire entre 95 et 1 mètre. Après, il y a d'autres marques qui proposent d'autres snowboards un peu plus petits, qui sont plus une luge, mais qui permettent déjà d'avoir la glisse. Donc là, vous pouvez montrer la petite dernière, parce que je crois qu'apparemment au sol, on la voit pas. Voilà. Donc ça, pareil, c'est des choses qu'on va retrouver l'année prochaine. L'année prochaine. Donc et donc là, c'est la 30e collection. Ça, c'est la 30e collection. Comment elles se préparent, ces collections? Parce que je suppose qu'il faut suivre un petit peu les tendances. Les collections, elles se préparent 2 ans à l'avance. Donc avec la marque, on fait des meetings pour donner les tendances, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. On a des ingénieurs qui font de la recherche et développement, des designers pour l'aspect design, look, parce que c'est quand même important. Et puis des recherches et des réflexions de tout le monde sur quelle va être la pratique de demain, quelles sont les envies des consommateurs et quelles pratiques on peut proposer ou reproposer sur l'avenir.
Alors ça se passe ici parce que le siège est à Saint-Malo, historiquement, mais il y a aussi un bureau au Glésin à Anne-Sylvieux où on sait la filière outdoor est assez présente. C'est important cette proximité avec les stations, les Alpes. C'est très important. Du coup, nous, on a tout ce qui est commercial et marketing basé à Anne-Sylvieux pour être au plus proche des consommateurs et des clients. Même si on en a partout en France, on a la majorité de nos clients qui sont sur Savoie, Haute-Savoie, Isère. Et c'est important et c'est une vraie volonté de la marque d'avoir des distributeurs qui sont proches de leurs clients et des consommateurs pour avoir des retours directs. Donc, par exemple, sur les tests sur neige, pour pouvoir tester les produits, discuter avec le consommateur final, avoir leurs ressentis, leurs envies, et après pouvoir leur proposer ce qui leur plaît. Et du coup, les retours de cet hiver-là, il reste encore quelques jours, mais on peut considérer quand même que la fin de saison est proche. La saison était plutôt bonne, parce qu'on a quand même eu, surtout pendant les vacances, du grand soleil, avec un cumul de neige qui, mine de rien, n'est pas mauvais au total, même si c'était sur quelques petites chutes. Et du coup, on a quand même un bon retour, sur la pratique et sur l'envie en tout cas, et on le voit vraiment sur les plus jeunes qui s'y remettent et des gens qui étaient passés au ski qui se remettent au snowboard. Donc pour nous, c'est des tendances qui sont très positives. Et voilà, on espère que l'année prochaine, ça va continuer de se développer dans ce sens-là. Là, je l'ai dit, on approche de la fin de saison. Ça veut dire que pour vous, là, l'été, qu'est-ce qui se passe cet été quand on gère une marque de snowboard? Qu'est-ce qui se passe l'été? Déjà, on commence à recevoir les produits fin juillet, début août, pour tout rentrer en stock chez nous et préparer les expéditions. On expédie à partir de début septembre pour les premières livraisons jusqu'à mi-décembre pour les stations. Et après, sur tout l'été, il y a la préparation du marketing, des livraisons, ce qui est déjà, mine de rien, beaucoup de travail, parce qu'on fait plein de choses sur neige avec du slalom, on sponsorise des parcs, on sponsorise des athlètes, et on essaye d'organiser tout ça aussi, les traductions, mine de rien, ce qui n'est pas négligeable. Dernière question, là on l'a dit, l'idée c'est de reconquérir un certain nombre de publics. Quoi dire à quelqu'un qui n'aurait pas essayé le snowboard, à qui ça pourrait faire un peu peur? Vous qui êtes un passionné. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est pas plus difficile que le ski, c'est même une position plus naturelle, parce qu'on est sur des chaussures qui sont souples. Donc en fait, on est sur une position naturelle. Ça a un peu mauvaise réputation parce qu'on peut tomber peut-être un peu sur les poignets au début. Mais c'est une réputation un peu injustifiée. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Il n'y a pas de raison que ça fasse peur, justement. Il suffit juste de commencer. Et ce qui est agréable en snowboard, c'est qu'on se fait très vite plaisir. Et c'est assez linéaire en termes de découverte de nouvelles sensations. Bon ben voilà, mais le message est passé. Merci beaucoup, Lohan. Merci à vous. Merci. Je vous propose, avant de recevoir notre prochain invité, de partir pour un petit escape game du côté de la vallée du Trien. En Suisse, c'est une visite qui nous est proposée par Juliette Vincent-Seigné. Je me trouve devant l'Escape World à Vernaya en Suisse, juste à côté de Chamonix. Donc là, ce sont des grottes qui ont été aménagées derrière moi. Ce sont des anciennes forteresses militaires où un véritable Escape World a été aménagé. Donc qu'est-ce que c'est un Escape World? C'est différent qu'une Escape Game. En fait, là, il ne suffit pas de trouver la clé pour sortir d'une pièce, mais en fait, c'est un réel univers qui m'attend. Ça promet de réelles surprises. Bienvenue dans Mystera. Votre mission du jour sera de trouver comment réactiver la ventilation suite à une grosse panne créée par une recrue un peu indélicate. Bonne chance, c'est à vous de jouer. Je me faufile dans le tunnel. Par un escalier, on accède à une des premières salles. Je me retrouve coincée, la grille est bloquée. Je dois résoudre un mystère et activer des mécanismes pour accéder à la prochaine salle. Au fur et à mesure du parcours, je dois réaliser de nombreuses expériences. Au bout d'1 heure et demie, je termine ma mission. Alors maintenant que j'ai branché le câble, la ventilation devrait fonctionner. Alors Juliette, félicitations, vous avez réussi votre mission. Malheureusement, on a reçu un message du haut commandement. La forteresse s'est effondrée, on va devoir vous évacuer par le pont. On y va, dépêchez-vous.
par la sortie principale, comment je dois faire? Bonjour. Alors je vais vous équiper d'un casque, d'un harnais, et je vais vous faire descendre par le trou qui est là, jusqu'au fond des gorges. Après une évacuation de 25 mètres de haut, j'ai enfin terminé ma mission chez Escape World. Donc c'était vraiment un parcours surprenant avec de l'eau, des mécanismes électroniques, des wagons, tout ça à l'intérieur d'une grotte. Donc c'est vraiment un concept original que je recommande vivement. Voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à vous jeter à l'eau. On va parler musique maintenant. J'ai le plaisir de recevoir Isabelle Herlin, musicienne, chef d'orchestre. Vous allez nous parler de deux projets et on va commencer avec Musique en Fête, que les Chambériens connaissent bien, et si c'est pas le cas, ce sera l'occasion. Alors c'est un projet qui a plus de 20 ans et qui a été créé par vos parents. Comment elle a commencé cette aventure Musique en Fête? Parce qu'elle elle part d'un beau projet, la culture pour tous. Voilà, ouais, exactement. Je crois que le résumé, il est là, c'est la culture pour tous. Et il est vrai qu'il y a maintenant 24 ans, c'est mes parents qui ont créé ce spectacle donc, de Musique en Fête à l'espace Malraux, donc soutenu par la ville de Chambéry. Ce spectacle a eu très vite, il y a eu un engouement de ce spectacle par le public et on est passé très rapidement 1, 2, 3, puis 4 spectacles. Et dans les 5 dernières années, ce spectacle à Malraux faisait 4 fois le plein. Donc on faisait 4 spectacles sur un même week-end. C'est un orchestre très spécifique qui comprend aujourd'hui 95 musiciens. Et quand Malraux a dû fermer pour raison de travaux, on nous a proposé de basculer au phare de Chambéry. Et donc le phare nous a donné une autre dimension, clairement. Ça nous a permis de basculer dans un monde, on va dire, plus grand. Clairement, la scène est plus grande, les moyens que nous pouvons mettre à notre disposition sont plus grands aussi. Et du coup, l'orchestre a de 85 musiciens quand on était à Malraux, a grandi et aujourd'hui, nous sommes plus de 95 musiciens sur scène. Cet orchestre comprend, c'est un grand orchestre symphonique avec un big band à l'intérieur, avec des musiciens qui sont vraiment des musiciens de toute notre région. Alors il y a des enseignants, des professeurs qui sont des conservatoires d'Annecy, de Chambéry, de Genève, de Lyon, de Grenoble, et des amateurs du grand bassin chambérien, donc de très bons amateurs, mais également des grands élèves, nos grands élèves qui ont quitté nos conservatoires, qui font des carrières et qui reviennent ponctuellement, donc chaque année, pour ces spectacles du Nouvel An, rejoindre l'aventure Musique en Fête chaque année. Donc beaucoup de diversité au sein des musiciens. Comment l'alchimie, elle prend? Parce que sur un ensemble comme ça de plus de 90 musiciens, je suppose que... voilà, ça se travaille, cette cohérence. Alors, ça se travaille aussi au fil du temps, parce que comme vous voyez là sur les images, l'orchestre, 95 musiciens, il y en a à 90%, ce sont des musiciens qui reviennent chaque année. Donc aujourd'hui, l'orchestre a une vraie cohérence musicale et c'est un véritable attrait pour les jeunes musiciens de talent, parce qu'on a également de jeunes musiciens qui sont parmi nous, qui viennent des conservatoires supérieurs de Lyon et de Paris. Alors là, vous pouvez voir également des danseuses, donc qui sont des danseuses de Lyon. Et dans les danseurs, nous avons eu la chance cette année d'avoir le danseur soliste de l'Opéra de Lyon qui est venu gentiment apporter son concours à ce spectacle. Et des danseuses qui sont... pour l'une du Conservatoire supérieur de Paris et l'autre des ballets de Béjart de Lausanne, mais qui sont tous savoyards. Donc la jeune danseuse de Paris est chambérienne, la jeune danseuse de Béjart était de Méribel. Donc voyez, c'est un retour aux sources. Exactement, c'est à chaque année, ces jeunes gens nous apportent leur concours, mais sont issus de notre territoire. Vous, ça fait 10 ans, si je ne me trompe pas, que vous avez repris la direction de cet orchestre. Ça a été naturel d'adhérer à ce projet-là, de le porter, de prendre le relais, disons? Alors, mes parents ont toujours été des fervents bénévoles sur la ville de Chambéry. Et je crois que quand on vit dans le bénévolat, on prend le relais à un moment. C'est où on se dit stop, ou alors on prend le relais. Et effectivement, nous, on a pris, avec un certain nombre de mes enfants, nous avons pris le relais. Et aujourd'hui, le bénévolat autour de l'orchestre Musique en Fête est énorme, puisque ça comprend plus de 60 bénévoles, au-delà de l'orchestre, bien évidemment. 60 bénévoles qui sont dans les coulisses et sur la logistique. Et
et donc c'est 16 000 heures de bénévolat autour de ces spectacles du Nouvel An. Oui, donc une grosse machine, plus de 4 000, vous avez joué devant, je vais y arriver, plus de 4 500 personnes. Voilà, l'année dernière, 4 500 spectateurs. Au mois de janvier dernier. Vous, en tant que musicienne, cette aventure-là, qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien? C'est une aventure qui se construit tout au long de l'année. Déjà, là, on est en train de boucler 2019. On est déjà parti sur la création. Ça s'arrête jamais. Voilà, ça s'arrête jamais. Sur la création des spectacles 2020. Et comme les jeunes artistes que vous voyez là, les 4 jeunes danseurs, c'est des personnes qui sont déjà en train de réfléchir. Tout le monde a déjà des idées. On est en train de construire ce spectacle 2020. Et en fait, effectivement, c'est une aventure qui ne s'arrête jamais. Et puis bon, pour monter un spectacle comme ça de plus de 2 heures, en recréant chaque année, tout le concert est recréé, c'est-à-dire qu'on ne reprend jamais d'une année sur l'autre. Tous les costumes sont recréés, les chorégraphies, les chanteurs sont renouvelés. Donc, si vous voulez, c'est à chaque fois un nouveau spectacle. Et je crois que c'est ça qui fait qu'aussi les spectateurs nous sont fidèles aujourd'hui. Il y a une spécificité aussi dans cet orchestre-là, c'est on l'a dit avec des bénévoles, c'est une initiative privée. On connaît en Pays de Savoie notamment l'orchestre des Pays de Savoie. Comment ça s'articule, disons? Vous n'êtes pas du tout sur les mêmes créneaux, les mêmes objectifs? Non, parce que d'abord, l'Orchestre des Pays de Savoie est un orchestre uniquement composé de professionnels et qui sont subventionnés. Donc, c'est un orchestre qui est subventionné. Et aujourd'hui, nous, notre orchestre est un orchestre de musiciens. Donc, c'est un patchwork de musiciens, donc des professionnels, des grands élèves et des amateurs. Et donc, c'est vraiment une initiative privée qui fonctionne sur la base de la bonne volonté et du bénévolat essentiellement. Et du coup, c'est vrai que on marche sur les plates-bandes de personnes, parce que l'Orchestre des Pays de Savoie est un orchestre donc, de professionnels qui fait de la musique de chambre. En fait, c'est un plus petit orchestre. Nous, on est sur des œuvres de grands symphoniques. Et donc, on est complètement complémentaires. Donc, on a notre originalité et notre orchestre a sa spécificité. Voilà. L'objectif de base, il y a plus de 20 ans, la culture pour tous, il vous paraît rempli quand vous êtes devant plus de 4000 personnes Alors oui, encore aujourd'hui, même si du fait que le changement de lieu, d'aller de Malraux au phare, nous a obligés à augmenter un petit peu les tarifs, mais malgré tout, on est toujours sur des tarifs qui sont abordables. Donc il y a des tarifs au phare de 20 à 10 euros, donc, et un tarif spécial pour les familles. On aborde les choses, donc on est encore au tiers du prix, si vous voulez, d'un spectacle habituel de cette envergure-là, avec 140 artistes sur scène. C'est-à-dire que c'est pas un groupe rock, on va dire, sans vouloir cataloguer oui, il y a du monde, c'est voilà. Machine. C'est vraiment, c'est 140 artistes, c'est de la musique en direct. Il n'y a pas de musique enregistrée. Quand les danseurs ou quand les chanteurs chantent, c'est systématiquement l'orchestre qui est derrière. Et tout ce qui est montage vidéo, c'est un travail phénoménal qui est fait bénévolement par des gens qui sont dans le métier et qui nous font ces créations bénévolement. Alors, puisque vous êtes passionné, vous êtes aussi engagé dans une autre aventure dont on va dire un mot, c'est l'orchestre et l'association Tétralire. Ça se passe aussi du côté de Chambéry. Et c'est un ensemble unique en France et en Europe. Ça fait 35 ans que ça dure. Et donc, la spécificité, ce sont des musiciens atteints de handicap. Pareil, même question que pour Musique en Fête. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette aventure-là? Alors, c'est une toute autre aventure. C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même concept. Cette aventure-là, il y a 18 ans, quand on me l'a proposée, c'était une aventure à reprendre, tout simplement. La personne qui s'en occupait était une éducatrice. Et donc, il y a 19 ans, en 2000, on m'a proposé de reprendre cet orchestre bien spécifique qui comprenait à l'époque 13 musiciens. Et aujourd'hui, ce sont 45 musiciens, parce que j'ai créé un système de renouvellement en créant des cours adaptés de musique. Et du coup, il y a un vivier qui s'est créé au niveau de l'orchestre. Et donc, tous les ans, il y a 2-3 nouveaux musiciens qui rentrent. Et donc, c'est un panel qui va de 14 ans, le plus jeune, à 53 ans aujourd'hui. Voilà. Certains sont à l'école, dans des
instituts spécialisés, d'autres travaillent dans des établissements des ESAT. Là, le rôle de la musique, il a toute sa place dans un ensemble comme celui-ci, je vais y arriver, ce qui unit le rôle un peu fédérateur, voilà, je cherchais le mot de la musique, il a vraiment toute sa place là. Alors, la musique, là, les rassemble, et c'est vrai que quand nous sommes ensemble en répétition, les personnes, quelle que soit leur forme de handicap, sont avant tout des musiciens. Donc ça, c'est quelque chose qui est impressionnant sur la manière dont est gérée la répétition. Et quand on les voit, malgré les différences au niveau des handicaps, que ce soit des jeunes gens porteurs de trisomie ou des jeunes gens porteurs d'autisme, on a cette unité qui se fait grâce à la musique. Et dès que je lève les bras, dès que je mets l'orchestre en route, quelque part, hein, comme l'orchestre symphonique, c'est exactement la même dynamique, les musiciens jouent. Et ce sont vraiment des musiciens à ce moment-là. Pareil, cette aventure-là, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, vous, en tant que professionnel? Je suppose que ça doit bousculer les acquis, les certitudes. Ça bouscule surtout les modes d'enseignement. Et c'est ça que j'essaie aujourd'hui de mettre en valeur, c'est-à-dire que j'ai créé, si vous voulez, un système d'enseignement différent, sans réinventer l'écriture ni l'enseignement de la musique. Je n'ai rien réinventé, d'accord? J'ai simplement mis certaines choses un peu de côté, mis l'accent sur d'autres, ce qui m'a permis de mettre à leur disposition la lecture de la musique et le fait de jouer en orchestre. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'effectivement, nous sommes capables, l'orchestre Tétralire est capable de jouer avec d'autres orchestres, donc avec des harmonies, avec des orchestres de chambre. Nous avons joué avec un orchestre professionnel, l'orchestre d'Auvergne, donc qui est en fait le petit frère de l'orchestre des Pays de Savoie, on va dire. Voilà, donc ce sont des musiciens professionnels. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'enseignement de la musique adaptée leur permet d'intégrer l'orchestre, Tétralire, mais aussi de jouer avec d'autres musiciens. Et donc le pari est gagné. Voilà. Victoria, là on voit les images de Victoria Lopez, était venue vous rendre une petite visite au moment des répétitions. Donc je vous propose de regarder le reportage pour aller jusqu'au rappel des titres. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Et puis on attend donc l'édition 2020 de Musique en Fête qui se prépare activement. Les 4 et 5 janvier. 4 et 5 janvier, les dates sont déjà calées. Ah oui. Un an à l'avance. Beaucoup. Merci. On regarde le reportage. Il est 14h, Isabelle accorde les instruments. Geoffrey, Julien, Samantha, Johanna, les musiciens de l'orchestre Tétralire se retrouvent une fois tous les 15 jours. 3 heures de répétition, 3 heures pour oublier un peu son handicap. En tant que musicienne professionnelle, au départ, il faut s'habituer à enseigner un peu différemment, on va dire ça. Mais c'est vrai que les qualités musicales de tous ces musiciens font qu'on ne se pose plus de questions au bout d'un moment. Le répertoire est très varié, leurs qualités musicales séparément sont tellement importantes et leur qualité humaine aussi, que musicalement, on arrive aujourd'hui à faire quelque chose d'extraordinaire en concert. Créé il y a 35 ans à l'Institut médico-éducatif de Challes-les-Eaux, l'orchestre est aujourd'hui composé d'une 40aine de musiciens. En 2000, Isabelle Herlin en est devenue la directrice musicale. Même si, dans mon cadre à moi, la musique n'a pas de but thérapeutique, au moins elle en a les effets. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les musiciens ont une vie sociale, sortent plus facilement, s'adaptent très facilement du coup à toutes les situations. Et aujourd'hui, on se rend compte que par le biais de la musique, mais comme par le biais aussi d'une activité sportive, on peut amener justement tous ces jeunes gens à avoir une vie à l'extérieur qui soit complètement adaptée à notre vie à nous. Chaque vendredi de répétition est attendu avec impatience par ces musiciens, scolarisés en institut médico-éducatif ou travailleurs en établissement d'aide par le travail. Ça me change les idées. Depuis tout petit, le piano, ça m'a toujours inspiré. On s'amuse bien, on rigole entre nous. Il y a une bonne entente dans l'orchestre. Quand je fais de la musique,
Ça me plaît et ça me vide la tête. Et je pense plus à rien d'autre. Chansons françaises, musique de film, œuvres classiques, le répertoire de l'orchestre est varié. À chaque concert, ces musiciens hors normes entraînent le public dans leur univers. Et Seb m'a rejoint pour un petit rappel des titres et on parlera de l'établissement public de santé mentale qui est dans la tourmente. Oui, ça se passe du côté de la Roche-sur-Foron. Gros souci d'effectifs, surpopulation. Les employés sont inquiets pour la suite. On ira faire le point sur la situation. Et puis une ferme atypique du côté de Cognien. La ferme du Forezan, à côté de Chambéry, qui attire les habitants de Cognien depuis bien longtemps. Il y a un nouveau gérant, il a décidé de rénover l'établissement, l'endroit. Il a donc lancé une cagnotte participative. Eh ben merci Seb, ne bouge pas, vous non plus, moi non plus. Et tout de suite, c'est le JT après la pub.